Mon mari il est en vacances de luxe pendant que je suis aux funérailles de notre fille. Il m'a envoyé un SMS, je t'appellerai plus tard, réunion importante. Mais il ne sait pas ce que j'ai déjà fait. Le jour des funérailles de ma fille Grace était peint de gris sourd. Les nuages pendaient bas, comme si le ciel lui-même pleurait sa perte. Je me tenais au bord de sa tombe, le poids de ma tristesse m'écrasant, rendant la respiration difficile. Ma petite fille, ma douce Grace, était partie, et avec elle, un morceau de mon âme avait été enterré aussi. Les amis et la famille murmuraient des condoléances, leur voix pénétrant à peine la brume de mon chagrin. Mais j'ai remarqué une chose par-dessus tout, l'espace vide à côté de moi. Marcus n'était pas là. Salut, belle personne. Votre soutien compte énormément pour moi. Aidez-moi à atteindre ma prochaine grande étape en cliquant sur ce bouton d'abonnement. C'est gratuit, soutient la chaîne et vous assure de ne jamais manquer une vidéo incroyable. Plongeons. Quand la dernière pelletée de terre a été posée, je n'ai ressenti qu'un engourdissement. La cérémonie était terminée, mais mon cauchemar ne l'était pas. Alors que je marchais vers la voiture, mon téléphone a vibré dans ma poche. Pendant un instant, j'ai cru que c'était Marcus, qui tentait enfin de m'expliquer pourquoi il n'était pas aux funérailles de sa propre fille. Au lieu de cela, c'était un SMS, réunion importante. Je t'appelle plus tard. Mes mains tremblaient alors que je fixais l'écran. L'audace de ces mots me mettait hors de moi, mais ce n'était pas seulement le message, c'était le petit détail en dessous. Le marqueur de localisation. Le texte n'était pas venu d'une salle de conférence ou d'un immeuble de bureau, il était venu d'une luxueuse station balnéaire. Ma vision s'est brouillée, non pas de larmes cette fois, mais de pure rage non dissimulée. Marcus n'était pas en réunion. Il ne pleurait pas. Il se relaxait au paradis pendant que je me tenais devant la tombe de notre fille. J'ai fermé les yeux, serrant le téléphone, tandis que les souvenirs affluaient. Les semaines précédant la mort de Grace, les disputes, la distance froide qui s'était installée dans notre mariage. Il était devenu de plus en plus distant, ses excuses s'accumulant comme des briques dans un mur entre nous, voyage d'affaires, réunion tard le soir, vague mention de stress. J'étais trop concentré sur Grace et sa maladie pour le remettre en question, mais maintenant, tout prenait sens. L'absence de Marcus n'était pas seulement physique, elle était émotionnelle. Même dans ces derniers jours, quand Grace avait le plus besoin de lui, il avait trouvé des raisons de ne pas être là. Je me souvenais des nuits où je restais au chevet de sa chambre, tenant sa main fragile pendant qu'elle se battait pour chaque souffle. J'avais supplié Marcus de rentrer de l'un de ses soi-disant voyages pour être avec elle, pour être avec nous. Il avait promis, mais il n'est jamais venu. J'ai secoué la tête, essayant de rejeter ses souvenirs, mais il s'accrochait à moi comme une ombre. Mon chagrin était encore frais, brut et saignant, mais quelque chose de nouveau s'agitait en moi. Sous la douleur, il y avait une étincelle de colère, qui devenait plus chaude à chaque seconde qui passait. Comment osait-il nous abandonner comme ça? Comment osait-il me mentir, à notre famille, alors que le souvenir de notre fille était à peine encore frais? Assise dans la voiture, j'ai regardé son message à nouveau, je t'appelle plus tard. Le ton décontracté, le manque d'urgence, c'était comme si la mort de Grace n'était qu'un autre inconvénient dans sa vie soigneusement organisée. Il s'en fichait. Il ne se souciait ni de moi, ni de Grace, ni de la famille que nous avions construite ensemble. Et c'est à ce moment-là que l'étincelle de colère s'est transformée en quelque chose de bien plus sombre. Alors que la voiture s'éloignait du cimetière, j'ai serré les poings et je me suis forcé à me concentrer. Mes larmes avaient séché, et à leur place, il y avait une froide détermination. Si Marcus pensait qu'il pouvait s'en sortir indemne, il se trompait. S'il pensait qu'il pouvait nous trahir et continuer à vivre sa petite vie parfaite, il était délirant. Il m'avait déjà tant pris, mais je n'allais pas le laisser me prendre quoi que ce soit d'autre, pas sans conséquence. Le trajet du retour m'a semblé interminable, mais il m'a donné le temps de réfléchir, de planifier. J'ai revécu chaque moment de l'année écoulée, cherchant des indices, des fissures dans le façade de Marcus. Les appels téléphoniques tardifs, les dépenses soudaines, les excuses constantes. Il avait construit cette toile de mensonges pendant des mois, peut-être même des années, et j'étais trop distraite par la maladie de Grace pour le voir. Mais maintenant, avec la clarté que seule la rage peut apporter, j'ai tout vu. Quand je suis rentré à la maison, le vide de la maison m'a frappé comme un coup de poing dans la poitrine. La chambre de Grace était telle qu'elle l'avait laissée, ses jouets soigneusement arrangés, sa couverture préférée pliée au pied de son lit.
Je n'ai pas pu me résoudre à y entrer, alors j'ai fermé la porte et je me suis appuyé contre elle, les larmes menaçant de couler à nouveau. Mais je ne pouvais pas les laisser couler, pas maintenant. Je devais rester concentré. Je suis allé à la cuisine et je me suis versé un verre d'eau. Mes mains tremblaient toujours en sirotant. J'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai commencé à chercher des profils sur les réseaux sociaux, des comptes de messagerie, des relevés bancaires, n'importe quoi qui pourrait confirmer ce que je savais déjà au fond de moi. Il n'a pas fallu longtemps pour trouver la preuve. Marcus avait retiré de grosses sommes d'argent de notre compte joint, tout en affirmant qu'il réduisait ses dépenses pour les factures médicales de Grèce. Il y avait des reçus pour des hôtels 5 étoiles, des dîners coûteux et des spas, tous facturés sur une carte de crédit que je ne savais même pas qu'il possédait. Et puis il y avait les photos. Mon cœur s'est serré en parcourant ses réseaux sociaux, trouvant des images soigneusement sélectionnées de lui avec une femme plus jeune, Lily. C'était elle, le nom. Elle était taguée dans presque toutes les photos, son visage rayonnant de bonheur alors qu'il se prélassait au bord de la piscine ou qu'il partageait des cocktails sur la plage. Sur une image, Marcus l'embrassait sur la joue, un large sourire aux lèvres. Mon estomac s'est retourné. J'ai fermé l'ordinateur portable, mon souffle lourd. C'était pire que ce que j'avais imaginé. Il n'était pas seulement infidèle, il vivait une vie entièrement séparée, une vie où Grèce et moi n'existions pas. Mon chagrin s'est transformé en une fureur brûlante. Marcus ne m'avait pas seulement trahi, il avait aussi trahi Grèce. Il avait choisi ses propres désirs égoïstes plutôt que sa famille, plutôt que sa fille, plutôt que tout ce qui aurait dû avoir de l'importance. J'ai regardé mon reflet dans la fenêtre, mon visage pâle et émacié, mais mes yeux perçants de détermination. Marcus pensait qu'il avait gagné, qu'il avait échappé aux responsabilités de notre vie commune. Il pensait qu'il pouvait me laisser pleurer seul pendant qu'il se prélassait au soleil avec sa maîtresse. Mais il se trompait. Il m'avait sous-estimé. Alors que je me tenais là, un plan a commencé à se former dans mon esprit. Je ne voulais pas seulement qu'il souffre, je voulais démanteler tout son monde, pièce par pièce. Je prendrais tout ce qui lui tenait à cœur, comme il m'avait tout pris, et quand j'aurai fini, il saura exactement ce que ça fait de tout perdre. Cette nuit-là, je me suis assise à table avec un cahier et un stylo, écrivant chaque détail de mon plan, les mensonges de Marcus, son infidélité, son détournement de fonds. J'allais tout exposer. Il pensait qu'il était en sécurité, intouchable, mais il n'avait aucune idée de ce qui allait arriver. J'ai pleuré pour ma fille, oui, mais maintenant, j'allais faire pleurer Marcus pour tout ce qu'il m'avait pris. J'ai regardé le cahier devant moi, le plan prenant forme à chaque coup de mon stylo. Marcus avait construit sa vie sur des mensonges, mais ces mensonges seraient sa perte. Chaque trahison, chaque décision égoïste, chaque dollar volé à notre famille, tout cela alimentait le feu que j'étais sur le point d'allumer. Il pensait s'en être sorti indemne, mais son châtiment arrivait. La première étape était simple, rassembler des preuves. Je ne pouvais pas l'affronter sans preuves, non seulement pour ma propre satisfaction, mais pour m'assurer qu'il n'y ait aucun moyen pour lui de se soustraire aux conséquences. J'ai ouvert mon ordinateur portable à nouveau, cette fois avec une concentration claire. Les registres financiers que j'avais trouvés plus tôt n'étaient que la partie visible de l'iceberg. Marcus avait été prudent pour cacher ses traces, mais pas assez. J'ai commencé par notre compte joint. Au cours de la dernière année, il y a eu de multiples retraits étiquetés comme dépenses professionnelles, chaque transaction étant importante, me laissant souvent à court pour couvrir les frais médicaux de Grèce. Je l'avais cru quand il disait que l'argent était bloqué dans des investissements ou qu'il était utilisé pour ses traitements. Maintenant, je savais mieux. En recoupant les retraits avec les reçus que j'avais trouvés dans ses emails, j'ai réalisé que la plupart de l'argent avait été dépensé dans des hôtels de luxe, des dîners fins et des boutiques haut de gamme. Il n'était pas difficile de deviner qui avait profité de ces luxes avec lui. Mais l'argent n'était pas la seule chose qu'il avait volée, il avait pris du temps, des moments précieux que Grèce et moi ne pourrions jamais récupérer. En parcourant ses emails, j'ai trouvé des excuses qu'il avait envoyées à ses collègues, annulant des réunions pour prolonger ses voyages. Pendant ce temps, j'étais assise au chevet de Grèce, lui tenant la main et lui disant que tout irait bien. J'ai serré les poings, ma colère bouillant à nouveau. J'avais besoin de plus. Marcus était insaisissable, et je savais qu'il essaierait de tout nier, à moins que je n'aie une preuve irréfutable. C'est alors que j'ai décidé de faire appel à quelqu'un qui pourrait m'aider à creuser plus profondément, un détective privé. Je n'avais jamais rien fait de tel auparavant, mais le désespoir et la détermination me rendaient audacieuse.
J'ai trouvé un enquêteur local en ligne, une femme nommée Eleanor, qui avait d'excellentes critiques pour sa discrétion et sa rigueur. Quand je l'ai appelée, j'ai gardé ma voix stable, même si mon cœur battait à tout rompre. J'ai besoin d'aide pour découvrir les secrets de mon mari, ai-je dit, mes mots étant concis et directs. Eleanor n'a pas posé de questions inutiles, elle m'a simplement assuré qu'elle trouverait ce dont j'avais besoin et a organisé une réunion. Le lendemain matin, j'ai rencontré Eleanor dans un café tranquille. Elle avait un regard vif et professionnel, avec un calme qui m'a immédiatement mis à l'aise. J'ai exposé ce que je savais déjà, son aventure, les écarts financiers, son absence aux funérailles de Grèce. Son expression est restée neutre, mais je pouvais dire qu'elle comprenait la gravité de la situation. Je vais examiner ses finances, suivre ses déplacements et voir s'il y a autre chose qu'il cache, a dit Eleanor, prenant des notes dans un petit carnet en cuir. Cela pourrait prendre quelques jours, mais je vous apporterai ce dont vous avez besoin. Merci, ai-je dit, ma voix douce mais résolue. Je veux m'assurer qu'il paie pour tout ce qu'il a fait. Au cours des jours suivants, Eleanor m'a tenu au courant de ses progrès. Chaque appel téléphonique apportait une nouvelle révélation, chaque fois plus accablante que la précédente. Marcus ne dépensait pas seulement notre argent en vacances et en cadeaux pour Lily, il détournait des fonds de sa propre entreprise. Selon les conclusions d'Eleanor, il siphonnait des fonds de ses comptes d'entreprise, cachant ses traces avec de fausses factures et de faux fournisseurs. C'était une maison de cartes attendant de s'effondrer, et j'avais l'intention d'être celle qui la ferait tomber. Mais ce n'était pas seulement la trahison financière qui me blessait, Eleanor a également découvert des emails entre Marcus et Lily discutant de leur plan pour déménager à l'étranger. Ensemble, ils mettaient en scène son départ, m'abandonnant la vie que nous avions construite et en commençant une nouvelle avec elle. Un email en particulier me glaça le sang. Dans celui-ci, Marcus avait écrit « Une fois que tout sera finalisé, nous n'aurons plus jamais à regarder en arrière. Elle ne s'y attendra jamais. » Il m'a rencontré. Je me suis assise dans ma cuisine ce soir-là, fixant l'email imprimé entre mes mains. L'audace, la cruauté, c'était presque trop à comprendre. Marcus ne m'avait pas seulement trahi, il avait prévu de m'effacer complètement de sa vie. Mais s'il pensait que je resterais là et que je le laisserais gagner, il se trompait lourdement. Avec les conclusions d'Eleanor en main, j'ai commencé la phase suivante de mon plan, construire le piège. Je devais faire croire à Marcus qu'il avait le contrôle, que ses mensonges fonctionnaient toujours. Je ne pouvais pas l'affronter encore, pas avant que le moment soit parfait. Alors je lui ai envoyé un SMS soigneusement formulé, j'ai pensé à nous. Je sais que nous avons été distants, mais je veux parler. Pouvons-nous nous rencontrer à la maison de vacances le week-end prochain? Je pense que nous avons besoin de temps pour nous reconnecter. J'ai fixé l'écran, attendant sa réponse. Il n'a pas fallu longtemps, bien sûr. J'y serai, a-t-il écrit, son ton décontracté, comme si rien ne s'était passé. L'ironie n'a pas échappé à mon attention. Il pensait me manipuler, me faire marcher en attendant de poursuivre ses désirs égoïstes. Mais la vérité, c'est que j'étais celle qui tirait les ficelles maintenant. Dans les jours précédant notre rencontre, j'ai travaillé sans relâche pour m'assurer que tout était en place. J'ai rassemblé toutes les preuves qu'Eleanor avait découvertes, relevés bancaires, emails, photos, et je les ai organisées dans un dossier. J'ai également contacté un avocat, quelqu'un qui pourrait me conseiller sur mes options légales une fois que j'aurais affronté Marcus. Mais je ne pensais pas seulement aux conséquences juridiques, je voulais que Marcus ressente le poids de ses actions, qu'il comprenne la douleur qu'il avait causée. C'est pourquoi j'ai préparé quelque chose de supplémentaire, un montage vidéo de Grèce, ses rires, ses sourires, les moments que nous avions partagés en famille avant que tout ne s'effondre. Je voulais qu'il voie ce qu'il avait jeté. La nuit avant notre rencontre, je me suis assise seule dans le salon, fixant une photo de Grèce sur la cheminée. Ses yeux brillants et son sourire espiègle semblaient se moquer de moi, me rappelant tout ce que j'avais perdu. Mais alors que les larmes menaçaient de couler à nouveau, je me suis redressé et j'ai pris une profonde inspiration. Il ne s'agissait pas seulement de se venger, il s'agissait de justice pour Grèce, pour moi. Marcus nous avait tout pris, mais maintenant, c'était mon tour de lui prendre quelque chose, et quand j'aurais fini, il saurait exactement ce que ça fait de tout perdre. Le trajet jusqu'à la maison de vacances m'a semblé irréel, comme marcher dans la gueule d'une tempête. J'avais méticuleusement façonné l'océan s'étendant à l'infini sur ma droite, ses vagues rythmiques contrastant fortement avec la tempête qui faisait rage en moi. Quand je suis arrivé, la maison semblait différente aussi, trop calme, trop parfaite,
comme si elle retenait son souffle pour ce qui était sur le point de se dérouler. J'ai garé la voiture, je suis sorti et j'ai inspiré profondément. Cet endroit avait autrefois été un sanctuaire pour notre famille, une retraite remplie des rires de Grace et de la chaleur de la communauté. Maintenant, il ressemblait à une scène de rétribution, un champ de bataille où la vérité détruirait enfin la façade que Marcus avait construite. À l'intérieur, j'ai avancé avec détermination. Le dossier de preuves qu'Eleanor avait compilé était lourd dans mes mains, pas seulement en poids, mais en sang. Je l'ai ouvert sur la table à manger, étalant les documents incriminants comme les pièces d'un puzzle. Relevé bancaire, email, photo de Marcus. Chacun d'eux était un poignard visant le cœur de ses mensonges. J'avais aussi apporté quelque chose de personnel, quelque chose qui percerait plus profondément que toute preuve financière ou juridique, un montage vidéo de Grace. J'ai connecté mon ordinateur portable à la télévision et je l'ai mis en file d'attente, m'arrêtant sur la première image, Grace rayonnante devant l'appareil photo, ses yeux pleins de vie. Marcus la verrait, et il ressentirait la profondeur de ce qu'il avait perdu, pas seulement sa fille, mais son âme. Quand tout fut en place, je me suis assise à l'îlot de la cuisine et je me suis versé un verre d'eau. Mes mains tremblaient légèrement en serrant le verre. L'énormité de ce que j'allais faire s'est installée sur moi comme une lourde cape. Il ne s'agissait pas seulement d'exposer Marcus, il s'agissait de retrouver mon pouvoir, ma dignité et ma voix. Le bruit de pneus crissant sur l'allée de gravier m'a sorti de mes pensées. Il était là. Marcus est entré dans la maison comme s'il possédait le monde, son sourire étudié et confiant. Il portait un petit sac de nuit et un chemisier décontracté en lin, l'incarnation d'un homme en vacances sans souci. « Salut », a-t-il dit, sa voix chaude, comme si nous étions encore le couple heureux que nous avions été. J'ai forcé un sourire, masquant la tempête qui faisait rage en moi. « Salut », ai-je répondu, ma voix stable. « Merci d'être venu. Je pensais que nous avions besoin de temps pour parler. » Il a posé son sac et s'est approché de moi, se penchant pour m'embrasser la joue. J'ai tourné la tête légèrement, laissant son baiser atterrir maladroitement près de ma tempe. C'était subtil, mais il l'a remarqué. Un éclair de confusion a traversé son visage, rapidement remplacé par son charme habituel. « Tu as raison », a-t-il dit en s'asseyant en face de moi. « Nous avons traversé beaucoup de choses. Je suis heureux que tu aies pris contact. » J'ai hoché la tête, pliant les mains sur la table pour les empêcher de trembler. « J'ai beaucoup réfléchi », ai-je dit, gardant ma voix calme. À nous, à Grace, à tout ce qui s'est passé. Marcus a hoché la tête solennellement, comme s'il avait le droit de partager mon chagrin. Je sais que ça a été difficile, a-t-il dit, son ton transpirant d'empathie pratiquée. Mais nous allons traverser ça ensemble. Je le promets. Ces mots étaient une blague cruelle, mais je n'ai pas bronché. Au lieu de cela, j'ai saisi la première preuve, un relevé bancaire montrant une série de retraits qu'il avait étiquetés comme dépenses professionnelles. Je l'ai fait glisser sur la table vers lui, mes mouvements délibérés. Marcus a jeté un coup d'œil au document, son sourcil se plissant. « Qu'est-ce que c'est » a-t-il demandé, sa voix soigneusement neutre. « Juste quelque chose que j'ai trouvé en parcourant nos comptes, ai-je dit, penchant la tête comme si j'étais vraiment curieuse. J'ai remarqué des divergences. Peut-être que tu peux m'expliquer ? Il a pris le relevé, ses yeux scannant les chiffres. Pendant un bref instant, sa façade confiante a vacillé. Ce ne sont que des dépenses professionnelles, a-t-il dit, sa voix tendue. Tu sais comment c'est, voyage, réunion, dîner client. Ça s'accumule. Je me suis penché en avant, mes yeux fixant les siens. Dîner client dans des hôtels 5 étoiles, réunion qui coûte des milliers de dollars. Marcus, tu t'attends vraiment à ce que je croie ça ? Il a ouvert la bouche pour répondre, mais je ne lui ai pas laissé la chance. J'ai saisi un autre document, un reçu pour une suite de luxe dans une station balnéaire, daté de la même semaine où Grace avait été hospitalisée. Je l'ai posé sur la table, le poids de la vérité s'écrasant entre nous. Laisse-moi deviner, ai-je dit, ma voix glaciale. Un autre dîner client. La mâchoire de Marcus s'est serrée, ses yeux ont jeté un coup d'œil vers la porte, comme s'il complotait déjà son évasion. Je ne sais pas ce que tu essaies d'insinuer, a-t-il dit, son ton défensif. Mais tu es clairement contrarié, et je pense que nous devrions en parler plus tard. J'ai ri, un son amer qui a résonné dans le silence de la maison. Plus tard ? Comme quand tu seras en voyage d'affaires ? Non, Marcus, nous en parlons maintenant. Je me suis levé,
repoussant ma chaise avec assez de force pour qu'elle crie contre le sol. En marchant jusqu'au salon, j'ai attrapé la télécommande et j'ai allumé la télévision. L'écran s'est illuminé du visage souriant de Grace, figé dans la première image de la vidéo que j'avais préparée. Marcus s'est figé, ses yeux fixés sur l'écran. « Qu'est-ce que c'est » a-t-il demandé, sa voix à peine audible. J'ai appuyé sur play. La vidéo a commencé à défiler, montrant des extraits de Grace riant, jouant et soufflant les bougies sur son gâteau d'anniversaire. Sa voix remplissait la pièce, brillante et pleine de joie, un contraste frappant avec la tension lourde entre nous. Des larmes ont coulé dans mes yeux, mais je ne les ai pas laissées tomber. Je me suis tourné vers Marcus, ma voix tremblant de rage, « C'est ce que tu as manqué pendant que tu étais parti avec elle. C'est ce que tu as jeté pour tes désirs égoïstes. » Il n'a pas répondu. Il ne pouvait pas. Le poids de la vidéo de Grace était trop lourd, même pour lui, pour le réfuter. Mais je n'avais pas fini. J'ai saisi le dernier élément de preuve, un email imprimé de Lily détaillant leur plan pour déménager à l'étranger ensemble. Je l'ai claqué sur la table devant lui. « Allais-tu même dire au revoir » ai-je demandé, ma voix brisée. « Ou allais-tu simplement disparaître, me laissant à ramasser les morceaux pendant que tu jouais à la maison avec elle ?» Le visage de Marcus est devenu pâle, sa confiance s'évaporant comme de la fumée. Pour la première fois, j'ai vu la peur dans ses yeux. Il a ouvert la bouche pour parler, mais aucun mot n'est sorti. Je me suis approché, ma voix basse et régulière, « Tu as tout pris de moi, Marcus. Ma fille, ma confiance, ma vie. Et maintenant, tu vas payer. » Le silence qui a suivi était assourdissant, brisé seulement par le son du rire de Grace, qui résonnait encore à l'écran. Marcus m'a regardé, son expression mêlant culpabilité, colère et panique. « Tu n'as aucune idée de ce qui va arriver » a-t-il dit. L'air entre nous semblait lourd, un mélange suffocant de tension et de vérités inexprimées. Marcus était assis, figé, son visage pâle alors que le poids des preuves que j'avais présentées s'enfonçait. Le rire de notre fille résonnait encore doucement depuis la télévision, un rappel cruel de tout ce à quoi il avait tourné le dos. J'ai croisé les bras, mon regard inébranlable alors que je le fixais. « Dis quelque chose » ai-je exigé, ma voix basse et tranchante. « Tu as toujours quelque chose à dire, Marcus. Alors explique-moi ça. Explique comment tu as justifié d'abandonner ta fille alors qu'elle mourait. » Il a avalé difficilement, sa pomme d'Adam se balançant. « Je ne l'ai pas abandonnée » a-t-il dit finalement, sa voix tremblante. J'ai travaillé. J'essayais de subvenir à nos besoins. Subvenir à nos besoins, ai-je rétorqué, mon ton empreint de venin. Est-ce que c'est ce que tu appelles vider nos comptes pour financer tes vacances et ta maîtresse? Est-ce que c'est ce que tu appelles me laisser seul pour regarder Grace mourir pendant que tu étais trop occupé à te prélasser sur une plage? Ses mains se sont serrées en poing sur la table, mais il n'a pas rencontré mon regard. Je ne savais pas que ça deviendrait si grave, a-t-il murmuré. Je ne savais pas qu'elle mourrait. Tu ne savais pas parce que tu n'étais pas là, ai-je terminé pour lui, ma voix se brisant sur le mot. Tu ne te souciais pas assez pour savoir. Les mots sont restés suspendus dans l'air comme un couteau entre nous. Pendant un instant, il a semblé qu'il allait argumenter, mais ensuite ses épaules se sont affaissées et il a laissé échapper un long souffle tremblant. J'ai fait des erreurs, a-t-il admis, sa voix à peine audible. Je n'étais pas là quand j'aurais dû l'être. Mais tu ne comprends pas. J'avais besoin d'une évasion. Je ne pouvais pas supporter de la voir souffrir. J'ai ri amèrement, secouant la tête. Tu avais besoin d'une évasion? Penses-tu que je n'en avais pas besoin? Penses-tu que je ne pleurais pas chaque nuit, priant pour un miracle, pendant que tu vivais ta vie de rêve? Tu n'avais pas besoin d'une évasion, Marcus. Tu avais besoin d'une excuse. Sa mâchoire s'est serrée, mais il n'a rien dit. Je me suis rapproché, saisissant le dossier de preuve et en sortant une photo de lui et Lily, souriant bras dessus bras dessous sur un yacht. Je l'ai tenue devant lui, mes mains tremblant de colère. Valait-elle la peine? Ai-je demandé. Valait-elle la peine de perdre ta fille, ta famille, ton âme? Il a sursauté comme si je l'avais frappé, ses yeux jetant un coup d'œil à la photo puis s'en détournant. Ce n'était pas comme ça, a-t-il dit, sa voix désespérée. Je ne voulais pas que ça aille aussi loin. J'avais besoin de quelqu'un qui ne soit pas constamment noyé dans le chagrin. Le mot m'a frappé comme une gifle. Je l'ai regardé,
mon cœur battant à tout rompre. Le chagrin, ai-je répété, ma voix tremblante. Tu penses que je voulais me noyer dans le chagrin? Tu penses que j'ai choisi ça? C'est toi qui es parti, Marcus. C'est toi qui nous as abandonnés. Il a ouvert la bouche pour répondre, mais je l'ai interrompu, claquant le dossier sur la table. Laisse tomber, ai-je dit. Je me fiche de tes excuses, car pendant que tu jouais à la maison avec elle, j'étais occupé à m'assurer que tu ne t'en sortiras jamais. Ses yeux se sont écarquillés, la première lueur de peur réelle a traversé son regard. Qu'est-ce que tu veux dire, a-t-il demandé, sa voix instable. J'ai souri froidement, puisant dans mon sac et en sortant une pile de documents. Ceci, ai-je dit en les déposant sur la table devant lui. Ce sont des copies de chaque transaction frauduleuse que tu as effectuée, chaque dollar que tu as détourné de ta société, chaque centime que tu nous as volé. Ses mains tremblaient alors qu'il ramassait les documents, ses yeux scannant les pages. Comment as-tu eu ça, a-t-il demandé, sa voix à peine audible. Ça a de l'importance, ai-je répondu, mon ton glacial. Ce qui compte, c'est que les autorités les aient aussi. Je t'ai dénoncé, Marcus. Ils sont probablement déjà en train de construire un dossier. Son visage est devenu pâle, sa respiration s'est accélérée. Tu ne peux pas faire ça, a-t-il bégayé. Sais-tu ce qui va m'arriver? Je vais tout perdre. Tu veux dire, comme moi j'ai tout perdu, ai-je répliqué, ma voix montant. Comme Grace a tout perdu parce que tu étais trop égoïste pour être là pour elle? Oui, Marcus, je sais exactement ce qui va arriver, et je m'en fiche. Il s'est levé brusquement, faisant les 100 pas dans la pièce, se passant les mains dans les cheveux. Tu ne comprends pas, a-t-il dit, sa voix frénétique. Si ça sort, je vais en prison. Ma réputation sera ruinée. Bien, ai-je dit simplement, croisant les bras. Tu le mérites. Il s'est tourné pour me faire face, son expression mêlant colère et désespoir. Tu fais ça juste pour me faire du mal, m'a-t-il accusé. Tu ne réfléchis pas aux conséquences. Je me suis rapproché, mes yeux brûlants de fureur. Les conséquences, ai-je répété. Tu penses que je ne réfléchis pas aux conséquences, Marcus? Je n'ai pensé à rien d'autre. Chaque nuit blanche, chaque larme que j'ai versée, chaque moment que j'ai passé à planifier ça, j'ai pensé aux conséquences. Et je suis prête à les affronter. Et toi? Il m'a regardé, la bouche ouverte et se fermant alors qu'il luttait pour trouver une réponse. Pour la première fois, il avait l'air vraiment vaincu, le poids de ses actions s'abattant sur lui comme une vague de marée. Mais je n'avais pas fini. Je me suis retourné vers la télévision, mettant en pause la vidéo de Grace à son anniversaire. Regarde là, ai-je dit, ma voix tremblante. Regarde ce que tu as manqué. Regarde ce que tu as jeté. Il s'est tourné lentement, ses yeux se fixant sur l'écran. Ses épaules se sont affaissées, et pendant un instant, j'ai cru voir des larmes poindre dans ses yeux. Je suis désolé, a-t-il dit, sa voix à peine audible. Je suis tellement désolé. J'ai secoué la tête, le cœur lourd de colère et de chagrin. Il est trop tard pour le sorry, Marcus. Le sorry ne ramène pas Grace. Le sorry n'annule pas les dégâts que tu as faits. La pièce est tombée dans le silence. Le seul son était le faible bourdonnement de la télévision. Marcus s'est effondré sur une chaise, la tête entre les mains, tandis que je me tenais au-dessus de lui, les bras croisés. Tu pensais pouvoir me trahir, nous trahir, et t'en sortir indemne, ai-je dit, ma voix stable. Mais maintenant, tu connais la vérité. Tu ne peux pas, et tu ne le feras pas, alors que le poids de mes mots s'installait sur lui, j'ai ressenti une étrange sensation de soulagement. Pour la première fois depuis des mois, j'avais l'impression d'avoir retrouvé un morceau de moi-même, un morceau de ma force. Marcus m'avait tant pris, mais il ne pouvait pas me prendre ça, il ne pouvait pas me prendre mon pouvoir, ma voix, ma détermination. J'ai éteint la télévision, la pièce plongeant dans le silence. Nous avons fini ici, ai-je dit, ma voix ferme. Tu peux partir, mais ne pense pas une seconde que c'est fini. Marcus m'a regardé, ses yeux remplis d'un mélange de culpabilité, de peur et de quelque chose d'autre, quelque chose que je ne pouvais pas tout à fait identifier. Mais je m'en fichais. Il ne s'agissait plus de lui, il s'agissait de moi, et je ne faisais que commencer. Marcus n'est pas parti immédiatement. Il est resté affalé sur la chaise, fixant le dossier de preuves comme s'il voulait le faire disparaître.
Son assurance d'antan s'était dissoute en une pitoyable démonstration de défaite et de déni. Je me tenais près de la fenêtre, les bras croisés, regardant les vagues s'écraser sur le rivage au loin. Pendant si longtemps, Marcus avait contrôlé le fil de nos vies, maintenant, ce contrôle était le mien. Tu devrais y aller, ai-je dit, rompant le lourd silence, ma voix froide et inflexible. Il a levé les yeux vers moi, ses yeux creux. S'il te plaît, parlons-en, a-t-il supplié. Nous pouvons arranger ça. Nous arranger. Je me suis tourné vers lui, mon expression inébranlable. Il n'y a pas de nous, Marcus. Il n'y en a pas eu depuis longtemps. Et maintenant, il n'y a plus rien à arranger non plus. Il s'est levé, agrippant le bord de la table comme si c'était la seule chose qui le maintenait debout. Alors, quoi? A-t-il demandé, sa voix tremblante. Qu'est-ce que tu vas faire? Me ruiner? Détruire ma vie? J'ai incliné la tête, un sourire sans joie tirant sur les coins de ma bouche. Je ne ruine pas ta vie, Marcus. Tu as fait ça tout seul. Je m'assure juste que tout le monde le voit. Il a ouvert la bouche pour répondre, mais j'ai levé une main pour l'arrêter. Non, ai-je dit. Laisse tomber. Sur ces mots, je me suis détourné, ma résolution inébranlable. Je n'ai pas regardé pendant qu'il rassemblait ses affaires et qu'il partait. Le bruit de la porte qui se refermait derrière lui était suffisant. Je suis resté dans le silence qui a suivi, laissant la tension sortir de mon corps. La première bataille était terminée, mais la guerre ne faisait que commencer. Le lendemain matin, je me suis mis au travail. Marcus m'avait sous-estimé pendant des années, me traitant comme une participante passive dans notre mariage, quelqu'un trop aveuglé par l'amour ou le devoir pour le contester. Mais il n'avait aucune idée de ce dont j'étais capable quand j'étais poussé à mes limites. La première étape consistait à assurer sa chute professionnelle. J'ai rédigé un email anonyme au conseil d'administration de sa société, joignant des copies des documents financiers qu'Eleanor avait découverts. L'email était concis et accablant, détaillant son détournement de fonds et ses activités frauduleuses. Je ne l'ai pas seulement envoyé au conseil d'administration, je l'ai envoyé à des parties prenantes clés, des investisseurs et même à l'équipe juridique de l'entreprise. Il n'y aurait aucun moyen pour Marcus de se soustraire à cela. En appuyant sur « Envoyer », un sentiment de satisfaction m'a envahi. Marcus avait construit sa carrière sur des mensonges, et maintenant ces mensonges allaient se dévoiler de manière spectaculaire. Il n'a pas fallu longtemps pour que les répercussions commencent. À la fin de la journée, la nouvelle de la mauvaise conduite financière de Marcus s'était répandue comme une traînée de poudre au sein de son entreprise. Eleanor, toujours méticuleuse, m'a tenu au courant du chaos qui se déroulait à huis clos. Il mène une enquête interne, m'a-t-elle dit au téléphone. Ce n'est qu'une question de temps avant qu'il n'implique les forces de l'ordre. Bien, ai-je répondu, mon ton stable. Laissez-les. Pendant ce temps, je me suis assuré que la vie personnelle de Marcus ne soit pas épargnée par l'examen minutieux. J'ai partagé les photos de lui et Lily avec une liste soigneusement sélectionnée de connaissances communes, d'amis, de membres de la famille et de collègues. Les réactions ont été immédiates et viscérales. Les messages ont inondé mon téléphone, la plupart exprimant leur choc et leur indignation. Les gens qui admiraient autrefois Marcus le voyaient maintenant pour ce qu'il était vraiment, un homme égoïste et trompeur qui avait trahi non seulement sa femme, mais aussi le souvenir de sa fille. Il ne s'agissait plus seulement de se venger, il s'agissait de s'assurer qu'il ne puisse plus jamais blesser quelqu'un comme il m'avait blessé. 2 jours plus tard, j'ai reçu l'appel que j'attendais. Une voix sévère à l'autre bout de la ligne s'est présentée comme le détective Reynolds, faisant partie de l'unité spéciale enquêtant sur les crimes financiers dans notre ville. Il a expliqué qu'ils avaient reçu des preuves crédibles du détournement de fonds de Marcus et qu'ils avançaient avec une enquête officielle. Merci de nous avoir fait part de cette information, a-t-il dit. Nous vous contacterons si nous avons besoin de plus d'informations. J'ai raccroché, mes mains tremblant, non pas de peur, mais d'un sentiment de vindication. Pendant des mois, je m'étais sentie impuissante, piégée dans une toile de chagrin et de trahison. Maintenant, c'était moi qui tenais les fils, et Marcus était celui qui était pris au piège. Le jour où Marcus a été arrêté a été à la fois surréaliste et étrangement satisfaisant. J'ai regardé par la fenêtre alors que 2 policiers en civil s'approchaient de lui devant son bureau. Il a essayé de garder son sang-froid, mais la vue de lui étant menotté et conduit dans une voiture de police était un moment que je n'oublierai jamais. Mon téléphone a bourdonné sans cesse après que la nouvelle ait éclaté. Les amis et les connaissances partageaient des articles et des messages sur les réseaux sociaux,
leurs messages mêlant incrédulité et fascination morbide. Le nom de Marcus était placardé dans les gros titres, PDG de premier plan arrêté pour détournement de fonds, la double vie d'un homme d'affaires révélée dans un scandale choquant. Je n'ai répondu à aucun des messages. Au lieu de cela, je me suis assise dans mon salon, sirotant du thé et parcourant la couverture médiatique. Les photos accompagnant les articles étaient peu flatteuses, Marcus me notait, son visage pâle et émacié. C'était une justice poétique. Une semaine plus tard, Marcus m'a appelé de prison. J'ai regardé le téléphone sonner, son nom s'affichant à l'écran. Pendant un instant, j'ai envisagé de répondre, juste pour entendre le désespoir dans sa voix. Mais ensuite, je me suis souvenu du rire de Grèce, des nuits que j'avais passées seul à l'hôpital, du vide glacial de ses funérailles. J'ai laissé l'appel aller à la messagerie vocale. Il a appelé à nouveau le lendemain, et le jour d'après, mais chaque fois, je l'ai ignoré. Je n'avais pas besoin d'entendre ses excuses ou ses supplications. Je lui avais donné assez de chance, assez de pardon. Maintenant, c'était à son tour de faire face aux conséquences. La tempête médiatique a continué de faire rage, et j'ai regardé le tout se dérouler depuis la sécurité de ma maison. Les reporters campaient devant l'ancien bureau de Marcus, désireux d'obtenir des déclarations de ses collègues. Les tabloïds spéculaient sur sa relation avec Lily, la dépeignant comme une complice cupide. Pour la première fois depuis des mois, j'ai ressenti un sentiment de contrôle sur ma vie. Marcus avait essayé de tout me prendre, mais il avait sous-estimé ma force, ma résilience. Je ne me contentais pas de survivre, je prospérais. Au fil des semaines, j'ai commencé à reconstruire. J'ai vendu la maison de vacances, l'endroit qui avait autrefois été un symbole de notre famille, mais qui était devenu souillé par la trahison de Marcus. J'ai fait don du produit de la vente à une œuvre de charité soutenant les enfants atteints de maladies en phase terminale, un hommage à la mémoire de Grèce. Chaque décision que je prenais, chaque pas que je faisais, était un rappel que j'étais plus que la douleur que Marcus m'avait causée. J'étais une mère, une survivante, une femme qui avait retrouvé son pouvoir. Et Marcus, il n'était qu'un homme qui avait tout perdu. Le silence dans ma maison était différent maintenant. Ce n'était pas le calme suffocant qui m'avait hanté après la mort de Grèce, ni le silence lourd que la trahison de Marcus avait laissé derrière lui. Ce silence était plus léger, presque paisible, comme si la maison elle-même pouvait enfin respirer à nouveau. Marcus était parti, sa vie en ruine, et je m'étais assuré qu'il ne puisse plus manipuler ou blesser qui que ce soit. Les gros titres concernant son procès commençaient à s'estomper, remplacés par des scandales plus récents et des cycles d'actualités éphémères. Mais pour moi, les échos de sa chute sont restés, persistants comme le parfum de la pluie après une tempête. Je me suis assise sur le canapé, fixant les flammes vacillantes dans la cheminée. La chaleur aurait dû être réconfortante, mais une étrange vacuité persistait dans ma poitrine. J'avais fait ce que j'avais à faire, ce que je savais être juste. Marcus méritait chaque conséquence, chaque once d'humiliation publique et de châtiment légal qu'il subissait, et pourtant, je ne pouvais ignorer la faible douleur qui murmurait au fond de mon esprit. Ce n'était pas du regret, non, je ne regrettais pas de l'avoir exposé, d'avoir démantelé l'empire de mensonges qu'il avait construit sur les fondations de notre famille brisée. C'était autre chose, une réalisation tranquille, la vengeance, aussi nécessaire qu'elle ait été, ne pouvait pas tout réparer. Elle ne pouvait pas ramener Grèce, ni effacer les cicatrices que Marcus avait laissées sur mon cœur. Justice avait été rendue, mais la justice n'était pas la même chose que la guérison. J'ai laissé échapper un profond souffle, passant mes doigts sur le bord de la table basse. Une photo encadrée de Grèce s'y trouvait, son sourire radieux comme toujours. Je l'ai ramassée, traçant la courbe de sa joue du pouce. J'espère que je t'ai rendu fier, ai-je murmuré, ma voix à peine audible. À cet instant, j'ai pris une décision. Il était temps d'aller de l'avant, non seulement pour moi, mais pour Grèce. Elle avait été ma lumière, ma raison de me battre à travers chaque tempête. Je ne pouvais pas laisser son souvenir être lié à la douleur que Marcus avait causée. Je devais créer quelque chose de beau à partir des cendres de notre passé. Les semaines suivantes ont été un tourbillon de changements. J'ai commencé par faire mes valises dans la maison familiale, emballant des souvenirs qui portaient à la fois la joie et le chagrin. Ce ne fut pas un processus facile. Chaque pièce contenait des fragments d'une vie qui n'existait plus, les rires qui avaient autrefois rempli le salon, la légère odeur du shampoing préféré de Grèce dans la salle de bain, les petites empreintes de mains qu'elle avait laissées sur les fenêtres. Mais aussi douloureux que cela ait été, cela me semblait aussi libérateur.
Dans chaque boîte que je scellais, il y avait un pas de plus vers la reconquête de ma vie, vers le rejet du poids d'une maison qui était devenue plus une prison qu'un sanctuaire. J'ai contacté un agent immobilier, mettant la maison en vente. Lorsque le panneau « à vendre » a été posé sur la pelouse, j'ai ressenti un étrange mélange d'émotions, tristesse pour ce que je quittais, mais aussi espoir pour ce qui allait venir. Déménager dans un appartement plus petit et plus calme a apporté ses propres défis, mais cela a aussi offert un nouveau départ. L'espace était modeste mais chaleureux, avec la lumière du soleil traversant les fenêtres et un coin confortable près du beau window où je pouvais m'asseoir avec une tasse de thé et lire. Il semblait être le mien, libre de l'ombre de Marcus, libre des fantômes de notre passé. J'ai commencé à renouer avec des amis à qui je n'avais pas parlé depuis des mois, voire des années. Le chagrin et la trahison m'avaient isolé, mais maintenant je trouvais du réconfort dans leur compagnie. Nous partagions des dîners, des rires et des histoires qui me rappelaient le monde au-delà de ma douleur. Lentement, j'ai commencé à redécouvrir les morceaux de moi-même qui avaient été enterrés sous le poids de la perte. J'ai également plongé dans de nouvelles passions que j'avais toujours voulu faire, mais jamais eu le temps. J'ai suivi un cours de photographie, apprenant à capturer la beauté des moments fugaces. J'ai fait du bénévolat dans un hôpital local pour enfants, lisant des histoires à des enfants et voyant leurs visages s'illuminer d'émerveillement. Ces petites victoires ressemblaient aux premiers pas vers la guérison, comme planter des graines dans un jardin depuis longtemps stérile. Un après-midi, alors que j'étais assise près du beau window avec la photo de Grace dans les mains, une idée a commencé à prendre forme. Je voulais honorer sa mémoire d'une manière qui apporterait de la lumière aux autres, tout comme elle avait apporté de la lumière dans ma vie. C'est alors que la Fondation Grace est née. J'ai commencé petit, contactant les dirigeants communautaires et les organisations pour obtenir du soutien. La mission de la Fondation était simple, fournir des ressources et un soutien aux familles ayant des enfants atteints de maladies en phase terminale. C'était une cause qui me tenait à cœur, une cause qui me permettait de canaliser mon chagrin en quelque chose de significatif. Le premier événement que nous avons organisé était une marche caritative, et j'ai été submergé par la réponse. Amis, voisins et même des inconnus se sont rassemblés, leurs pas faisant écho à un objectif commun. Alors que je me tenais à la ligne de départ, regardant la mer de visage, j'ai ressenti une profonde gratitude. La mémoire de Grace était vivante à chaque pas qu'il faisait, à chaque dollar collecté pour aider les familles dans le besoin. La Fondation m'a donné un but que je n'avais pas ressenti depuis que Grace était en vie. Cela m'a rappelé que l'amour pouvait perdurer, même face à une perte inimaginable. L'esprit de Grace vivait, non seulement dans mon cœur, mais dans la vie des familles que nous aidions. Malgré les progrès que j'avais réalisés, il y avait encore des moments où le passé refaisait surface, non invité. Tard le soir, quand le monde était calme et que les ombres s'allongeaient, je me surprenais à penser à Marcus, non pas avec nostalgie ou regret, mais avec une curiosité persistante. Ressentait-il du remords pour ce qu'il avait fait? Pensait-il jamais à Grace, à la vie qu'il avait si négligemment jetée? Je ne le saurais jamais, et peut-être était-ce pour le mieux. Le chapitre de Marcus dans ma vie était clos, scellé par les choix qu'il avait faits. Mon histoire m'appartenait maintenant, et je n'allais pas laisser ses erreurs me définir. Un soir, en parcourant un vieil album photo, je suis tombé sur une photo de Grace et moi à la plage. Elle construisait un château de sable, son visage plissé par la concentration, tandis que je m'agenouillais à côté d'elle en riant. J'ai souri, une douleur douce amère fleurissant dans ma poitrine. Les souvenirs ne ressemblaient plus à des plaies ouvertes, ils ressemblaient à des cadeaux, des rappels de l'amour que nous avions partagé. Tu me manques chaque jour, ai-je murmuré, ma voix douce. Mais je vais bien, je le promets. Et pour la première fois depuis longtemps, j'y croyais. Les jours se sont transformés en semaines, les semaines en mois, et lentement, la vie a commencé à prendre un nouveau rythme. La douleur n'a pas disparu, elle ne disparaîtrait jamais vraiment, mais elle est devenue une partie de moi, un rappel silencieux d'où j'étais allé et du chemin parcouru. La Fondation Grace a continué de croître, touchant plus de vies que je n'aurais jamais pu l'imaginer. Chaque succès, chaque famille que nous aidions, ressemblait à une petite victoire pour l'héritage de Grace. Alors que je me tenais sur la scène de notre deuxième gala annuel, regardant la foule de sympathisants, j'ai ressenti une paix m'envahir. Le nom de Marcus était un souvenir lointain, sa présence effacée de la vie que j'avais reconstruite. C'était mon histoire maintenant, une histoire de résilience, d'amour, de trouver la lumière dans les moments les plus sombres. Et en parlant dans le microphone, ma voix stable et forte, j'ai su que Grace était avec moi, sa lumière me guidant vers l'avant.
L'enveloppe était posée sur la table de ma cuisine, un morceau de papier discret qui portait le poids de tout ce que je pensais avoir laissé derrière moi. Mon nom était inscrit dessus en écriture familière de Marcus, tremblante mais indubitable. Elle était arrivée plus tôt ce jour-là, réexpédiée de l'ancienne adresse. Pendant des heures, je l'avais ignorée, la laissant non ouverte pendant que je vaquais à mes occupations. Mais maintenant, alors que la maison s'installait dans son calme nocturne, je me retrouvais à la fixer, incapable de détourner le regard. Je ne voulais pas la lire. Quoi que Marcus ait à dire, cela n'annulerait pas la douleur qu'il avait causée, ni les choix qu'il avait faits. Mais quelque chose dans la lettre semblait différent, plus lourd. Ce n'était pas juste une tentative de se justifier, je le sentais, même avant de rompre le seau. Enfin, les doigts tremblants, je l'ai ramassée et l'ai ouverte. Le papier à l'intérieur était froissé, les mots écrits d'une main hâtive et irrégulière. J'ai pris une profonde inspiration et j'ai commencé à lire, « Cher, je ne sais pas si tu liras ceci. Une partie de moi espère que non, car je ne mérite pas que mes mots soient entendus par toi. Mais si tu es en train de lire ceci, je dois te dire que je suis désolé pour tout. J'ai passé chaque jour ici à penser à Grace, à toi, à ce que j'ai fait à toutes les deux. Il n'y a pas d'excuse pour mes actions, aucun mot ne peut effacer la douleur que j'ai causée. Je le sais maintenant. Mais il y a quelque chose que je porte depuis si longtemps, quelque chose que j'ai besoin de te dire, même si ça ne change rien. La nuit où Grace est morte, j'étais dans un avion. Tu te souviens probablement de l'un de mes soi-disant voyages d'affaires. Mais ce que tu ne sais pas, c'est que je ne fuyais pas seulement mes responsabilités, je fuyais la vérité. Avant de partir, j'avais eu une conversation avec son médecin. Il m'a dit que l'état de Grace s'aggravait, que ses chances de survie étaient minces. Je ne pouvais pas le supporter. Je ne pouvais pas supporter l'idée de la perdre, de la voir souffrir, de lui faillir en tant que père. Alors j'ai fui. J'ai pris cet avion et je t'ai laissé faire face à tout ça toute seule. Mais il y a autre chose que j'ai découvert des semaines plus tard, après qu'il ait été trop tard, il y avait eu un traitement expérimental disponible. Ce n'était pas une garantie, mais cela aurait pu être une chance. Je ne te l'ai pas dit parce que je ne voulais pas te donner de faux espoirs. Mais maintenant, je réalise la vérité, je ne te l'ai pas dit parce que j'avais peur. Peur de l'espoir, peur de la perdre. Même après avoir tout essayé, j'ai échoué Grace. J'ai échoué toi. Et je vivrai avec ça pour le reste de ma vie. Je ne m'attends pas au pardon, je n'attends même pas de réponse. Mais j'avais besoin de te dire ça. J'avais besoin que tu saches la vérité. Tiens, Marcus. La lettre m'a glissé des mains et a flotté sur la table. Pendant un instant, je n'ai pas pu respirer. Ma poitrine était serrée, mon cœur battait à tout rompre dans mes oreilles. Les mots sur la page ont clignoté alors que les larmes remplissaient mes yeux, débordant avant que je ne puisse les arrêter. Un traitement expérimental, une chance, aussi mince soit-elle, que Grace aurait pu survivre, et Marcus me l'avait caché. Je me suis senti comme si le sol avait été arraché sous mes pieds. Mon chagrin pour Grace, que je pensais avoir appris à vivre, est revenu en force. Pendant tout ce temps, j'avais cru avoir fait tout ce que je pouvais pour elle, que j'avais combattu avec tout ce que j'avais. Mais maintenant, je n'étais plus si sûr. Pendant des heures, je suis resté assis en silence, la lettre une présence constante sur la table devant moi. Mes émotions étaient un enchevêtrement, rage, chagrin, culpabilité, même pitié. Les mots de Marcus avaient rouvert des blessures que je pensais avoir guéries, me forçant à confronter des questions que je ne voulais pas poser. Avais-je échoué Grace? Aurais-je pu faire plus si j'avais connu le traitement? Et Marcus? Sa confession changeait-elle quelque chose à l'homme qu'il était devenu? Je voulais le haïr. Je voulais jeter la lettre dans le feu et la laisser brûler avec tous les souvenirs de lui. Mais autant que je le voulais, je ne pouvais pas. Ces mots, sa culpabilité, ils étaient réels. Pour la première fois, j'ai vu Marcus non pas comme le méchant que je l'avais dépeint, mais comme un homme profondément imparfait et brisé qui avait fait de terribles choix par peur et faiblesse. Cette réalisation ne l'excusait pas, elle n'effaçait pas la douleur qu'il avait causée ou les vies qu'il avait détruites. Mais cela le rendait humain, et cela rendait mes sentiments encore plus compliqués. Le lendemain matin, je suis allé me promener, espérant que l'air vif et le chant des oiseaux aideraient à éclaircir mon esprit. La lettre était encore fraîche dans mes pensées, ses mots résonnant à chaque pas que je faisais. Quand je suis rentré à la maison, j'avais pris une décision. Je n'allais pas lui répondre.
Il n'y avait rien que je puisse dire qui ramènerait Grace ou changerait le passé. Mais je n'allais pas non plus ignorer la lettre. J'avais besoin de la confronter, de faire face à la vérité qu'elle contenait, même si cela signifiait rouvrir de vieilles blessures. Ce soir-là, je me suis assise avec mon journal, celui que j'avais commencé après la mort de Grace mais abandonné dans le chaos de la chute de Marcus. J'ai écrit tout ce que je ressentais, chaque pensée et chaque souvenir que la lettre avait suscité. J'ai écrit sur Grace, sur son rire et sa force, sur l'amour qui avait rempli nos vies, même dans les moments les plus sombres. Et j'ai écrit sur Marcus. J'ai écrit sur sa trahison, sa faiblesse et la douleur qu'il avait causée. Mais j'ai aussi écrit sur sa confession, sur le poids de sa culpabilité et l'humanité qu'elle révélait. Quand j'ai eu fini, les pages étaient remplies d'émotions brutes et non filtrées. J'ai fermé le journal et je me suis assise, ressentant une étrange sensation de libération. Pour la première fois, je ne gardais pas tout à l'intérieur, je le laissais sortir, le laissais partir. Dans les semaines qui ont suivi, j'ai continué à réfléchir à la lettre et à ce qu'elle signifiait pour mon cheminement. Je n'ai pas pardonné à Marcus, pas entièrement, mais je n'ai pas non plus laissé ses actions me définir. Les choix qu'il avait faits étaient son fardeau à porter, pas le mien. Au lieu de cela, je me suis concentré sur Grace, sur la lumière qu'elle avait apportée dans ma vie et sur l'amour qui ne s'éteindrait jamais. J'ai canalisé mon énergie dans la fondation Grace, m'assurant que d'autres familles aient les ressources et le soutien dont elles avaient besoin pour se battre pour leurs enfants. Et lentement, j'ai commencé à guérir, non seulement de la trahison de Marcus, mais aussi de la culpabilité et du chagrin persistant qui m'avait accablé si longtemps. Le passé ferait toujours partie de moi, mais il ne me contrôlait plus. Un soir, alors que j'étais assise près du beau window avec une tasse de thé, j'ai regardé le soleil se coucher et j'ai ressenti une paix que je n'avais pas connue depuis des années. La photo de Grace était sur la table à côté de moi, son sourire un rappel constant de l'amour qui m'avait porté à travers la tempête. « J'espère que tu es fier de moi », ai-je murmuré, ma voix douce, et pour la première fois, j'y croyais. La décision de rendre visite à Marcus ne fut pas facile. Pendant des semaines après avoir lu la lettre, j'ai lutté pour savoir si le voir face à face était même nécessaire. Une partie de moi estimait que j'avais déjà tourné la page, que le confronter pourrait raviver une douleur que j'avais travaillé si dur pour enterrer. Mais une autre partie de moi, celle qui avait porté les rires de Grace et la trahison de Marcus à parts égales, avait besoin d'entendre son explication, pas pour lui, mais pour moi. La clôture ne serait pas quelque chose de proprement emballé avec un nœud papillon, je le savais, mais cette visite semblait être le dernier fil que je devais couper avant de pouvoir vraiment laisser le passé derrière moi. Le trajet jusqu'à la prison était long et silencieux, le bourdonnement du moteur le seul son pour accompagner mes pensées. Le paysage floué en nuances de gris, le ciel hivernal lourd de nuages. Quand je suis arrivé à l'établissement, mes nerfs étaient comme un ressort tendu. J'ai garé la voiture et je me suis assise un instant, mes mains agrippant le volant alors que je rassemblais mon sang-froid. À l'intérieur, l'air était stérile et froid. Le claquement sec des portes métalliques et l'écho des pas dans les couloirs carrelés étaient troublants, un rappel brutal de là où Marcus avait fini. Le garde m'a conduite dans une petite salle de visite avec une table et 2 chaises, séparées par une épaisse vitre en verre. Un téléphone était suspendu de chaque côté de la barrière, le seul moyen de communication. Je me suis assise et j'ai attendu. Quelques minutes plus tard, Marcus a été amené, flanqué de 2 gardes. Son apparence m'a surprise. L'homme que j'avais autrefois connu comme confiant, soigné et assuré, avait maintenant l'air frêle et creux. Son visage était émacié, ses cheveux striés de gris, et ses yeux portaient une lassitude que je n'avais jamais vue auparavant. Il s'est traîné jusqu'à son siège, ses menottes tintant doucement alors qu'il s'asseyait. Pendant un instant, nous nous sommes simplement regardés à travers la vitre. J'ai pris le téléphone en premier, le plastique froid pressé contre mon oreille. Marcus a hésité, puis a décroché son propre récepteur. « Tu as l'air bien », a-t-il dit maladroitement, sa voix plus rauque que je ne m'en souvenais. Je n'ai pas retourné le compliment. « Pourquoi m'as-tu écrit ?» ai-je demandé, allant droit au but. Il a cligné des yeux, surpris par ma franchise. J'avais besoin de le faire, a-t-il balbutié. Je portais ce secret depuis si longtemps et je ne pouvais plus le garder pour moi. Tu mérites de connaître la vérité. La vérité, ai-je répété, ma voix tranchante. Tu veux parler de la vérité sur la façon dont tu as fui Grace alors qu'elle avait le plus besoin de toi? Ou la vérité sur la façon dont tu m'as caché la possibilité d'un traitement parce que tu avais trop peur? Marcus a grimacé,
les mots le frappant comme des coups physiques. Je sais que je lui ai failli, a-t-il dit, sa voix se brisant. Je vous ai toutes les deux failli. Il n'y a pas un jour qui passe sans que je le regrette. Le regret ne change rien, ai-je répliqué, ma colère bouillant juste sous la surface. Ça ne la ramène pas. Ça n'annule pas les choix que tu as faits. Alors pourquoi? Pourquoi avouer après tout ce temps? Ses mains se sont serrées autour du récepteur, ses jointures blanches. Parce que je ne peux plus le supporter, a-t-il admis. Tous les soirs, je la vois dans mes rêves, son sourire, son rire, puis le regard sur ton visage quand tu as réalisé que je n'étais pas là. Ça me hante. Je l'ai étudié à travers la vitre, cherchant tout signe de manipulation, toute trace de l'homme qui avait autrefois menti si facilement. Mais tout ce que j'ai vu était une coquille brisée, quelqu'un écrasé sous le poids de sa propre culpabilité. Et pour la première fois, j'ai réalisé que je n'étais plus en colère. Je n'étais pas triste non plus. Je ne ressentais rien. Je suis venu ici parce que j'avais besoin de l'entendre de ta part, ai-je dit finalement. J'avais besoin de savoir si tu comprenais vraiment les dégâts que tu as causés. Et maintenant, je le sais. Il a levé les yeux, ses yeux rencontrant les miens avec un mélange d'espoir et de désespoir. Est-ce que ça veut dire que tu me pardonnes? La question est restée suspendue dans l'air, lourde et non résolue. J'ai pensé à Grace, à l'amour qu'elle avait apporté dans nos vies, et à la douleur que Marcus avait infligée. Le pardon était un mot si simple, mais il portait tant de poids. Je ne sais pas si je pourrai jamais te pardonner, ai-je dit honnêtement. Mais je peux lâcher prise. Je peux avancer. Et ça me suffit. Ses épaules se sont affaissées, comme si les mots l'avaient à la fois soulagé et vaincu. Je comprends, a-t-il dit doucement. Et je suis désolé pour tout. J'ai hoché la tête, un petit geste presque imperceptible. Au revoir, Marcus. Je me suis levé, raccrochant le téléphone sur son support. Marcus m'a regardé à travers la vitre, son expression illisible, alors que je me retournais et partais. Je n'ai pas regardé en arrière. Le trajet du retour m'a semblé plus léger, comme si un poids que je ne savais même pas porter avait été levé. Le ciel gris semblait plus brillant, la route devant moi plus claire. La confession de Marcus n'avait pas changé le passé, mais elle m'avait donné la clarté dont j'avais besoin pour aller au-delà. Ce soir-là, je me suis assise près du beau window avec un journal sur les genoux, écrivant tout ce que j'avais vécu à la prison, la colère, la tristesse, le sentiment étrange de clôture. Tout a coulé sur la page, brut et sans filtre. Quand j'ai eu fini, j'ai fermé le journal et je l'ai posé sur la table à côté de la photo de Grace. Je l'ai fait, ai-je murmuré, regardant son visage souriant. Je l'ai enfin laissé partir. La pièce était silencieuse, à part le doux bourdonnement du radiateur. Mais dans ce silence, j'ai ressenti la présence de Grace, sa chaleur remplissant l'espace autour de moi. Et pour la première fois depuis des années, je me suis senti vraiment libre. Le lendemain matin, je me suis réveillé avec un sentiment de paix que je n'avais pas ressenti depuis longtemps. Les souvenirs de la trahison de Marcus et de la perte de Grace étaient toujours là, mais ils ne me consumaient plus. Ils faisaient partie de mon histoire, oui, mais ils ne la définissaient pas. Je me suis versé une tasse de café et je me suis assise près de la fenêtre, regardant la lumière du soleil danser sur le sol. Le monde semblait nouveau, plein de possibilités que je n'avais pas osé rêver auparavant. Je ne savais pas ce que l'avenir me réservait, mais je savais une chose avec certitude, j'étais prête à y faire face, un pas à la fois. Les jours qui ont suivi ma visite à Marcus ont ressemblé à une entrée dans un nouveau monde, un monde où les fantômes du passé n'avaient plus le pouvoir de me retenir. 4 ans de ma vie avaient été définis par le chagrin, la trahison et le poids des questions sans réponse. Mais maintenant, pour la première fois, je me sentais vraiment allégé. La confrontation avait été mon ultime acte de clôture, et en m'éloignant de cette prison, j'ai su que j'avais laissé derrière moi plus que Marcus. J'avais laissé derrière moi la culpabilité, la colère et les « et si » qui m'avaient hanté si longtemps. De retour à la maison, j'ai décidé qu'il était temps de créer une représentation physique de mon changement émotionnel. J'ai passé un week-end à organiser chaque coin de mon appartement, triant des boîtes qui étaient restées non ouvertes depuis mon déménagement. Ce fut un processus thérapeutique, qui m'a permis de confronter les morceaux de mon passé que j'avais évités. J'ai commencé par les affaires de Grace, ses jouets, ses vêtements, ses livres. Chaque objet était un rappel doux amer de la joie qu'elle avait apportée dans ma vie. J'ai pris mon temps, tenant chaque pièce et laissant les souvenirs me submerger.
Il n'y avait pas de précipitation, pas besoin de traverser les émotions. Quand j'étais prête, j'ai soigneusement emballé certains de ces objets à donner, sachant qu'ils pourraient apporter du réconfort à un autre enfant. D'autres objets, comme son lapin préféré et les dessins qu'elle avait faits pour moi, je les ai gardés dans une boîte à souvenirs que je pourrais revisiter chaque fois que j'aurais besoin de me sentir proche d'elle. En travaillant, j'ai ressenti une légèreté s'installer. Mon appartement ne ressemblait plus à un refuge temporaire, mais à une vraie maison, un espace où je pouvais nourrir de nouveaux départs tout en honorant le passé. Avec mon espace physique en ordre, j'ai tourné mon attention vers l'avenir. La Fondation Gress avait grandi régulièrement au cours de la dernière année, et je savais qu'il était temps de passer à l'étape suivante. Inspiré par les lettres et les emails que j'avais reçus des familles que nous avions aidées, j'ai commencé à planifier une nouvelle initiative, un programme de mentorat pour les parents naviguant dans les défis des soins aux enfants atteints de maladies en phase terminale. L'idée m'a rempli d'un nouveau sens du but. J'ai contacté des bénévoles, des professionnels de la santé et des dirigeants communautaires, créant un réseau de soutien qui permettrait au programme de prospérer. Le travail était difficile mais profondément gratifiant. Chaque petit succès était un rappel de la raison pour laquelle j'avais fondé la fondation en premier lieu. Le souvenir de Gress n'était pas seulement vivant, il avait un impact sur la vie de tant de personnes. En dehors de mon travail avec la fondation, j'ai commencé à explorer d'autres passions que j'avais mises de côté trop longtemps. La photographie, autrefois un passe-temps, est devenue une source d'épanouissement créatif. J'ai commencé à prendre mon appareil photo lors de longues promenades, capturant la beauté des moments quotidiens, la lumière dorée du coucher de soleil filtrant à travers les arbres, les rires des enfants jouant dans le parc, les détails complexes d'une fleur en éclosion. Chaque photo ressemblait à une célébration de la vie, une façon de voir le monde à travers les yeux de Gress. L'un de mes projets préférés a été de créer un journal photographique dédié à sa mémoire. Je l'ai rempli d'images qui me rappelaient son ciel pastel doux, les papillons dansant parmi les fleurs sauvages et l'éclat de la lumière du soleil sur l'eau. C'était un hommage personnel et silencieux, qui m'apportait confort et joie. En m'ouvrant à de nouvelles expériences, j'ai découvert que les gens commençaient à réintégrer ma vie de manière inattendue. De vieux amis qui s'étaient éloignés pendant mes heures les plus sombres m'ont contacté, leur présence me rappelant les liens que j'avais autrefois chéris. De nouvelles amitiés ont également fleuri, nées d'intérêts communs et d'un désir mutuel de construire quelque chose de significatif. Un soir, j'ai assisté à un événement artistique communautaire organisé par une galerie locale. C'était un petit rassemblement, intime et accueillant, où les gens se mêlaient autour d'un verre de vin et discutaient des œuvres exposées. J'ai apporté quelques-unes de mes propres photographies pour les partager, incertaine de la façon dont elles seraient reçues. À ma grande surprise, la réaction a été écrasante. Des inconnus se sont approchés de moi avec des mots gentils et un intérêt sincère, leurs encouragements suscitant une confiance que je n'avais pas ressentie depuis des années. Parmi les participants se trouvait une femme nommée Clara, une artiste spécialisée dans les techniques mixtes. Nous avons engagé une conversation qui s'est rapidement transformée en amitié, unie par notre amour commun de la créativité et une compréhension mutuelle de la perte. Clara avait perdu son partenaire au cancer quelques années auparavant, et son art reflétait son parcours de guérison. Par son intermédiaire, j'ai trouvé non seulement l'inspiration, mais aussi un esprit apparenté, quelqu'un qui comprenait les complexités du chagrin et la résilience qu'il fallait pour reconstruire. Au fil des mois, j'ai commencé à redécouvrir les joies simples de la vie. Je me suis permis de rire à nouveau, de savourer les moments de bonheur sans la culpabilité qui avait autrefois assombri ces instants. Qu'il s'agisse de partager un repas avec des amis, de danser dans la cuisine sur les chansons préférées de Gress, ou de regarder un lever de soleil avec une tasse de thé, j'ai embrassé chaque moment comme un cadeau. Un jour particulièrement beau, j'ai conduit jusqu'à la plage, un endroit qui avait toujours eu une signification particulière pour Gress et moi. Debout au bord de l'eau, les vagues léchant doucement mes pieds, j'ai ressenti une paix écrasante. Le ciel s'étendait à l'infini au-dessus de moi, l'horizon un rappel des possibilités infinies qui s'offraient à moi. J'ai fermé les yeux et j'ai imaginé Gress à mes côtés, son rire se mêlant au son du surf. Merci, ai-je murmuré, les mots emportés par la brise. Pour la première fois, j'y croyais. Les jours se sont transformés en semaines, les semaines en mois, et lentement, la vie a commencé à prendre un nouveau rythme. La douleur n'a pas disparu, elle ne disparaîtrait jamais vraiment, mais elle est devenue une partie de moi, un rappel silencieux d'où j'étais allé et du chemin parcouru. La fondation Gress a continué de croître, touchant plus de vies que je n'aurais jamais pu l'imaginer. Chaque succès, chaque famille que nous aidions, ressemblait à une petite victoire pour l'héritage de Gress.
Alors que je me tenais sur la scène de notre deuxième gala annuel, regardant la foule de sympathisants, j'ai ressenti une paix m'envahir. Le nom de Marcus était un souvenir lointain, sa présence effacée de la vie que j'avais reconstruite. C'était mon histoire maintenant, une histoire de résilience, d'amour, de trouver la lumière dans les moments les plus sombres. Et en parlant dans le microphone, ma voix stable et forte, j'ai su que Grace était avec moi, sa lumière me guidant vers l'avant. L'enveloppe était posée sur la table de ma cuisine, un morceau de papier discret qui portait le poids de tout ce que je pensais avoir laissé derrière moi. Mon nom était inscrit dessus en écriture familière de Marcus, tremblante mais indubitable. Elle était arrivée plus tôt ce jour-là, réexpédiée de l'ancienne adresse. Pendant des heures, je l'avais ignorée, la laissant non ouverte pendant que je vaquais à mes occupations. Mais maintenant, alors que la maison s'installait dans son calme nocturne, je me retrouvais à la fixer, incapable de détourner le regard. Je ne voulais pas la lire. Quoi que Marcus ait à dire, cela n'annulerait pas la douleur qu'il avait causée, ni les choix qu'il avait faits. Mais quelque chose dans la lettre semblait différent, plus lourd. Ce n'était pas juste une tentative de se justifier, je le sentais, même avant de rompre le sceau. Enfin, les doigts tremblants, je l'ai ramassée et l'ai ouverte. Le papier à l'intérieur était froissé, les mots écrits d'une main hâtive et irrégulière. J'ai pris une profonde inspiration et j'ai commencé à lire, « Cher, je ne sais pas si tu liras ceci. Une partie de moi espère que non, car je ne mérite pas que mes mots soient entendus par toi. Mais si tu es en train de lire ceci, je dois te dire que je suis désolé pour tout. J'ai passé chaque jour ici à penser à Grace, à toi, à ce que j'ai fait à toutes les deux. Il n'y a pas d'excuse pour mes actions, aucun mot ne peut effacer la douleur que j'ai causée. Je le sais maintenant. Mais il y a quelque chose que je porte depuis si longtemps, quelque chose que j'ai besoin de te dire, même si ça ne change rien. La nuit où Grace est morte, j'étais dans un avion. Tu te souviens probablement de l'un de mes soi-disant voyages d'affaires. Mais ce que tu ne sais pas, c'est que je ne fuyais pas seulement mes responsabilités, je fuyais la vérité. Avant de partir, j'avais eu une conversation avec son médecin. Il m'a dit que l'état de Grace s'aggravait, que ses chances de survie étaient minces. Je ne pouvais pas le supporter. Je ne pouvais pas supporter l'idée de la perdre, de la voir souffrir, de lui faillir en tant que père. Alors j'ai fui. J'ai pris cet avion et je t'ai laissé faire face à tout ça toute seule. Mais il y a autre chose que j'ai découvert des semaines plus tard, après qu'il ait été trop tard, il y avait eu un traitement expérimental disponible. Ce n'était pas une garantie, mais cela aurait pu être une chance. Je ne te l'ai pas dit parce que je ne voulais pas te donner de faux espoirs. Mais maintenant, je réalise la vérité, je ne te l'ai pas dit parce que j'avais peur. Peur de l'espoir, peur de la perdre. Même après avoir tout essayé, j'ai échoué Grace. J'ai échoué toi. Et je vivrai avec ça pour le reste de ma vie. Je ne m'attends pas au pardon, je ne m'attends même pas de réponse. Mais j'avais besoin de te dire ça. J'avais besoin que tu saches la vérité. Tiens, Marcus. La lettre m'a glissé des mains et a flotté sur la table. Pendant un instant, je n'ai pas pu respirer. Ma poitrine était serrée, mon cœur battait à tout rompre dans mes oreilles. Les mots sur la page ont clignoté alors que les larmes remplissaient mes yeux, débordant avant que je ne puisse les arrêter. Un traitement expérimental, une chance, aussi mince soit-elle, que Grace aurait pu survivre, et Marcus me l'avait caché. Je me suis senti comme si le sol avait été arraché sous mes pieds. Mon chagrin pour Grace, que je pensais avoir appris à vivre, est revenu en force. Pendant tout ce temps, j'avais cru avoir fait tout ce que je pouvais pour elle, que j'avais combattu avec tout ce que j'avais. Mais maintenant, je n'étais plus si sûr. Pendant des heures, je suis resté assis en silence, la lettre une présence constante sur la table devant moi. Mes émotions étaient un enchevêtrement, rage, chagrin, culpabilité, même pitié. Les mots de Marcus avaient rouvert des blessures que je pensais avoir guéries, me forçant à confronter des questions que je ne voulais pas poser. Avais-je échoué Grace? Aurais-je pu faire plus si j'avais connu le traitement? Et Marcus? Sa confession changeait-elle quelque chose à l'homme qu'il était devenu? Je voulais le haïr. Je voulais jeter la lettre dans le feu et la laisser brûler avec tous les souvenirs de lui. Mais autant que je le voulais, je ne pouvais pas. Ses mots, sa culpabilité, ils étaient réels. Pour la première fois, j'ai vu Marcus non pas comme le méchant que je l'avais dépeint, mais comme un homme profondément imparfait et brisé qui avait fait de terribles choix par peur et faiblesse.
Cette réalisation ne l'excusait pas, elle n'effaçait pas la douleur qu'il avait causée ou les vies qu'il avait détruites. Mais cela le rendait humain, et cela rendait mes sentiments encore plus compliqués. Le lendemain matin, je suis allé me promener, espérant que l'air vif et le chant des oiseaux aideraient à éclaircir mon esprit. La lettre était encore fraîche dans mes pensées, ses mots résonnant à chaque pas que je faisais. Quand je suis rentré à la maison, j'avais pris une décision. Je n'allais pas lui répondre. Il n'y avait rien que je puisse dire qui ramènerait Grace ou changerait le passé. Mais je n'allais pas non plus ignorer la lettre. J'avais besoin de la confronter, de faire face à la vérité qu'elle contenait, même si cela signifiait rouvrir de vieilles blessures. Ce soir-là, je me suis assise avec mon journal, celui que j'avais commencé après la mort de Grace mais abandonné dans le chaos de la chute de Marcus. J'ai écrit tout ce que je ressentais, chaque pensée et chaque souvenir que la lettre avait suscité. J'ai écrit sur Grace, sur son rire et sa force, sur l'amour qui avait rempli nos vies, même dans les moments les plus sombres. Et j'ai écrit sur Marcus. J'ai écrit sur sa trahison, sa faiblesse et la douleur qu'il avait causée. Mais j'ai aussi écrit sur sa confession, sur le poids de sa culpabilité et l'humanité qu'elle révélait. Quand j'ai eu fini, les pages étaient remplies d'émotions brutes et non filtrées. J'ai fermé le journal et je me suis assise, ressentant une étrange sensation de libération. Pour la première fois, je ne gardais pas tout à l'intérieur, je le laissais sortir, le laissais partir. Dans les semaines qui ont suivi, j'ai continué à réfléchir à la lettre et à ce qu'elle signifiait pour mon cheminement. Je n'ai pas pardonné à Marcus, pas entièrement, mais je n'ai pas non plus laissé ses actions me définir. Les choix qu'il avait faits étaient son fardeau à porter, pas le mien. Au lieu de cela, je me suis concentré sur Grace, sur la lumière qu'elle avait apportée dans ma vie et sur l'amour qui ne s'éteindrait jamais. J'ai canalisé mon énergie dans la fondation Grace, m'assurant que d'autres familles aient les ressources et le soutien dont elles avaient besoin pour se battre pour leurs enfants. Et lentement, j'ai commencé à guérir, non seulement de la trahison de Marcus, mais aussi de la culpabilité et du chagrin persistant qui m'avait accablé si longtemps. Le passé ferait toujours partie de moi, mais il ne me contrôlait plus. Un soir, alors que j'étais assise près du beau window avec une tasse de thé, j'ai regardé le soleil se coucher et j'ai ressenti une paix que je n'avais pas connue depuis des années. La photo de Grace était sur la table à côté de moi, son sourire un rappel constant de l'amour qui m'avait porté à travers la tempête. « J'espère que tu es fier de moi », ai-je murmuré, ma voix douce, et pour la première fois, j'y croyais. La décision de rendre visite à Marcus ne fut pas facile. Pendant des semaines après avoir lu la lettre, j'ai lutté pour savoir si le voir face à face était même nécessaire. Une partie de moi estimait que j'avais déjà tourné la page, que le confronter pourrait raviver une douleur que j'avais travaillé si dur pour enterrer. Mais une autre partie de moi, celle qui avait porté les rires de Grace et la trahison de Marcus à parts égales, avait besoin d'entendre son explication, pas pour lui, mais pour moi. La clôture ne serait pas quelque chose de proprement emballé avec un nœud papillon, je le savais, mais cette visite semblait être le dernier fil que je devais couper avant de pouvoir vraiment laisser le passé derrière moi. Le trajet jusqu'à la prison était long et silencieux, le bourdonnement du moteur le seul son pour accompagner mes pensées. Le paysage floué en nuances de gris, le ciel hivernal lourd de nuages. Quand je suis arrivé à l'établissement, mes nerfs étaient comme un ressort tendu. J'ai garé la voiture et je me suis assise un instant, mes mains agrippant le volant alors que je rassemblais mon sang-froid. À l'intérieur, l'air était stérile et froid. Le claquement sec des portes métalliques et l'écho des pas dans les couloirs carrelés étaient troublants, un rappel brutal de là où Marcus avait fini. Le garde m'a conduite dans une petite salle de visite avec une table et 2 chaises, séparées par une épaisse vitre en verre. Un téléphone était suspendu de chaque côté de la barrière, le seul moyen de communication. Je me suis assise et j'ai attendu. Quelques minutes plus tard, Marcus a été amené, flanqué de 2 gardes. Son apparence m'a surprise. L'homme que j'avais autrefois connu comme confiant, soigné et assuré, avait maintenant l'air frêle et creux. Son visage était émacié, ses cheveux striés de gris, et ses yeux portaient une lassitude que je n'avais jamais vue auparavant. Il s'est traîné jusqu'à son siège, ses menottes tintant doucement alors qu'il s'asseyait. Pendant un instant, nous nous sommes simplement regardés à travers la vitre. J'ai pris le téléphone en premier, le plastique froid pressé contre mon oreille. Marcus a hésité, puis a décroché son propre récepteur. « Tu as l'air bien », a-t-il dit maladroitement, sa voix plus rauque que je ne m'en souvenais. Je n'ai pas retourné le compliment. « Pourquoi m'as-tu écrit ?» ai-je demandé, allant droit au but. Il a cligné des yeux, surpris par ma franchise. « Je
J'avais besoin de le faire, a-t-il balbutié. Je portais ce secret depuis si longtemps et je ne pouvais plus le garder pour moi. Tu mérites de connaître la vérité. La vérité, ai-je répété, ma voix tranchante. Tu veux parler de la vérité sur la façon dont tu as fui Grèce alors qu'elle avait le plus besoin de toi? Ou la vérité sur la façon dont tu m'as caché la possibilité d'un traitement parce que tu avais trop peur? Marcus a grimacé, les mots le frappant comme des coups physiques. Je sais que je lui ai failli, a-t-il dit, sa voix se brisant. Je vous ai toutes les deux failli. Il n'y a pas un jour qui passe sans que je le regrette. Le regret ne change rien, ai-je répliqué, ma colère bouillant juste sous la surface. Ça ne la ramène pas. Ça n'annule pas les choix que tu as faits. Alors pourquoi? Pourquoi avouer après tout ce temps? Ses mains se sont serrées autour du récepteur, ses jointures blanches. Parce que je ne peux plus le supporter, a-t-il admis. Tous les soirs, je la vois dans mes rêves, son sourire, son rire, puis le regard sur ton visage quand tu as réalisé que je n'étais pas là. Ça me hante. Je l'ai étudié à travers la vitre, cherchant tout signe de manipulation, toute trace de l'homme qui avait autrefois menti si facilement. Mais tout ce que j'ai vu était une coquille brisée, quelqu'un écrasé sous le poids de sa propre culpabilité. Et pour la première fois, j'ai réalisé que je n'étais plus en colère. Je n'étais pas triste non plus. Je ne ressentais rien. Je suis venu ici parce que j'avais besoin de l'entendre de ta part, ai-je dit finalement. J'avais besoin de savoir si tu comprenais vraiment les dégâts que tu as causés. Et maintenant, je le sais. Il a levé les yeux, ses yeux rencontrant les miens avec un mélange d'espoir et de désespoir. Est-ce que ça veut dire que tu me pardonnes? La question est restée suspendue dans l'air, lourde et non résolue. J'ai pensé à Grèce, à l'amour qu'elle avait apporté dans nos vies, et à la douleur que Marcus avait infligée. Le pardon était un mot si simple, mais il portait tant de poids. Je ne sais pas si je pourrai jamais te pardonner, ai-je dit honnêtement. Mais je peux lâcher prise. Je peux avancer. Et ça me suffit. Ses épaules se sont affaissées, comme si les mots l'avaient à la fois soulagé et vaincu. Je comprends, a-t-il dit doucement. Et je suis désolé pour tout. J'ai hoché la tête, un petit geste presque imperceptible. Au revoir, Marcus. Je me suis levé, raccrochant le téléphone sur son support. Marcus m'a regardé à travers la vitre, son expression illisible, alors que je me retournais et partais. Je n'ai pas regardé en arrière. Le trajet du retour m'a semblé plus léger, comme si un poids que je ne savais même pas porter avait été levé. Le ciel gris semblait plus brillant, la route devant moi plus claire. La confession de Marcus n'avait pas changé le passé, mais elle m'avait donné la clarté dont j'avais besoin pour aller au-delà. Ce soir-là, je me suis assise près du beau window avec un journal sur les genoux, écrivant tout ce que j'avais vécu à la prison, la colère, la tristesse, le sentiment étrange de clôture. Tout a coulé sur la page, brut et sans filtre. Quand j'ai eu fini, j'ai fermé le journal et je l'ai posé sur la table à côté de la photo de Grèce. Je l'ai fait, ai-je murmuré, regardant son visage souriant. Je l'ai enfin laissé partir. La pièce était silencieuse, à part le doux bourdonnement du radiateur. Mais dans ce silence, j'ai ressenti la présence de Grèce, sa chaleur remplissant l'espace autour de moi. Et pour la première fois depuis des années, je me suis senti vraiment libre. Le lendemain matin, je me suis réveillé avec un sentiment de paix que je n'avais pas ressenti depuis longtemps. Les souvenirs de la trahison de Marcus et de la perte de Grèce étaient toujours là, mais ils ne me consumaient plus. Ils faisaient partie de mon histoire, oui, mais ils ne la définissaient pas. Je me suis versé une tasse de café et je me suis assise près de la fenêtre, regardant la lumière du soleil danser sur le sol. Le monde semblait nouveau, plein de possibilités que je n'avais pas osé rêver auparavant. Je ne savais pas ce que l'avenir me réservait, mais je savais une chose avec certitude, j'étais prête à y faire face, un pas à la fois. Les jours qui ont suivi ma visite à Marcus ont ressemblé à une entrée dans un nouveau monde, un monde où les fantômes du passé n'avaient plus le pouvoir de me retenir. 4 ans de ma vie avaient été définis par le chagrin, la trahison et le poids des questions sans réponse. Mais maintenant, pour la première fois, je me sentais vraiment allégé. La confrontation avait été mon ultime acte de clôture, et en m'éloignant de cette prison, j'ai su que j'avais laissé derrière moi plus que Marcus. J'avais laissé derrière moi la culpabilité, la colère et les « et si » qui m'avaient hanté si longtemps. De retour à la maison, j'ai décidé qu'il était temps de créer une représentation physique de mon changement émotionnel.
J'ai passé un week-end à organiser chaque coin de mon appartement, triant des boîtes qui étaient restées non ouvertes depuis mon déménagement. Ce fut un processus thérapeutique, qui m'a permis de confronter les morceaux de mon passé que j'avais évités. J'ai commencé par les affaires de Grace, ses jouets, ses vêtements, ses livres. Chaque objet était un rappel doux amer de la joie qu'elle avait apportée dans ma vie. J'ai pris mon temps, tenant chaque pièce et laissant les souvenirs me submerger. Il n'y avait pas de précipitation, pas besoin de pousser à travers les émotions. Quand j'étais prête, j'ai soigneusement emballé certains de ces choses à donner, sachant qu'elles pourraient apporter du réconfort à un autre enfant. D'autres objets, comme son lapin préféré et les dessins qu'elle avait faits pour moi, je les ai gardés dans une boîte à souvenirs que je pourrais revisiter chaque fois que j'aurais besoin de me sentir proche d'elle. En travaillant, j'ai ressenti une légèreté s'installer. Mon appartement ne ressemblait plus à un refuge temporaire, mais à une vraie maison, un espace où je pouvais nourrir de nouveaux départs tout en honorant le passé. Avec mon espace physique en ordre, j'ai tourné mon attention vers l'avenir. La Fondation Grace avait grandi régulièrement au cours de la dernière année, et je savais qu'il était temps de passer à l'étape suivante. Inspiré par les lettres et les emails que j'avais reçus des familles que nous avions aidées, j'ai commencé à planifier une nouvelle initiative, un programme de mentorat pour les parents naviguant dans les défis des soins aux enfants atteints de maladies en phase terminale. L'idée m'a rempli d'un nouveau sens du but. J'ai contacté des bénévoles, des professionnels de la santé et des dirigeants communautaires, créant un réseau de soutien qui permettrait au programme de prospérer. Le travail était difficile mais profondément gratifiant. Chaque petit succès était un rappel de la raison pour laquelle j'avais fondé la fondation en premier lieu. Le souvenir de Grace n'était pas seulement vivant, il avait un impact sur la vie de tant de personnes. En dehors de mon travail avec la fondation, j'ai commencé à explorer d'autres passions que j'avais mises de côté trop longtemps. La photographie, autrefois un passe-temps, est devenue une source d'épanouissement créatif. J'ai commencé à prendre mon appareil photo lors de longues promenades, capturant la beauté des moments quotidiens, la lumière dorée du coucher de soleil filtrant à travers les arbres, les rires des enfants jouant dans le parc, les détails complexes d'une fleur en éclosion. Chaque photo ressemblait à une célébration de la vie, une façon de voir le monde à travers les yeux de Grace. L'un de mes projets préférés a été de créer un journal photographique dédié à sa mémoire. Je l'ai rempli d'images qui me rappelaient son ciel pastel doux, les papillons dansant parmi les fleurs sauvages et l'éclat de la lumière du soleil sur l'eau. C'était un hommage personnel et silencieux, qui m'apportait confort et joie. En m'ouvrant à de nouvelles expériences, j'ai découvert que les gens commençaient à réintégrer ma vie de manière inattendue. De vieux amis qui s'étaient éloignés pendant mes heures les plus sombres m'ont contacté, leur présence me rappelant les liens que j'avais autrefois chéris. De nouvelles amitiés ont également fleuri, nées d'intérêts communs et d'un désir mutuel de construire quelque chose de significatif. Un soir, j'ai assisté à un événement artistique communautaire organisé par une galerie locale. C'était un petit rassemblement, intime et accueillant, où les gens se mêlaient autour d'un verre de vin et discutaient des œuvres exposées. J'ai apporté quelques-unes de mes propres photographies pour les partager, incertaine de la façon dont elles seraient reçues. À ma grande surprise, la réaction a été écrasante. Des inconnus se sont approchés de moi avec des mots gentils et un intérêt sincère, leurs encouragements suscitant une confiance que je n'avais pas ressentie depuis des années. Parmi les participants se trouvait une femme nommée Clara, une artiste spécialisée dans les techniques mixtes. Nous avons engagé une conversation qui s'est rapidement transformée en amitié, unie par notre amour commun de la créativité et une compréhension mutuelle de la perte. Clara avait perdu son partenaire au cancer quelques années auparavant, et son art reflétait son parcours de guérison. Par son intermédiaire, j'ai trouvé non seulement l'inspiration, mais aussi un esprit apparenté, quelqu'un qui comprenait les complexités du chagrin et la résilience qu'il fallait pour reconstruire. Au fil des mois, j'ai commencé à redécouvrir les joies simples de la vie. Je me suis permis de rire à nouveau, de savourer les moments de bonheur sans la culpabilité qui avait autrefois assombri ces instants. Qu'il s'agisse de partager un repas avec des amis, de danser dans la cuisine sur les chansons préférées de Grace, ou de regarder un lever de soleil avec une tasse de thé, j'ai embrassé chaque moment comme un cadeau. Un jour particulièrement beau, j'ai conduit jusqu'à la plage, un endroit qui avait toujours eu une signification particulière pour Grace et moi. Debout au bord de l'eau, les vagues léchant doucement mes pieds, j'ai ressenti une paix écrasante. Le ciel s'étendait à l'infini au-dessus de moi, l'horizon un rappel des possibilités infinies qui s'offraient à moi. J'ai fermé les yeux et j'ai imaginé Grace à mes côtés, son rire se mêlant au son du surf. Merci, ai-je murmuré, les mots emportés par la brise. Pour la première fois, j'y croyais.
Les jours se sont transformés en semaines, les semaines en mois, et lentement, la vie a commencé à prendre un nouveau rythme. La douleur n'a pas disparu, elle ne disparaîtrait jamais vraiment, mais elle est devenue une partie de moi, un rappel silencieux d'où j'étais allé et du chemin parcouru. La Fondation Grèce a continué de croître, touchant plus de vies que je n'aurais jamais pu l'imaginer. Chaque succès, chaque famille que nous aidions, ressemblait à une petite victoire pour l'héritage de Grèce. Alors que je me tenais sur la scène de notre deuxième gala annuel, regardant la foule de sympathisants, j'ai ressenti une paix m'envahir. Le nom de Marcus était un souvenir lointain, sa présence effacée de la vie que j'avais reconstruite. C'était mon histoire maintenant, une histoire de résilience, d'amour, de trouver la lumière dans les moments les plus sombres. Et en parlant dans le microphone, ma voix stable et forte, j'ai su que Grèce était avec moi, sa lumière me guidant vers l'avant. La décision d'étendre la Fondation Grèce mijotait dans mon esprit depuis des mois, mais ce n'est que ce soir-là, tranquille près du beau window, avec la photo de Grèce souriant au-dessus de moi, que je me suis vraiment engagé. Ce qui avait commencé comme une initiative locale pour soutenir une poignée de familles était devenu quelque chose de beaucoup plus grand que je ne l'avais jamais imaginé, et pourtant, je savais qu'il y avait encore plus à faire, plus de vies à toucher, plus de familles à aider, plus d'amour à partager, au nom de Grèce. Le lendemain matin, je me suis plongé dans le travail avec un nouveau sens du but. Ma première étape a été de réunir une équipe, un groupe de personnes aussi passionnées par la mission de la Fondation que moi. Clara, mon amie de l'événement artistique, est devenue ma première recrue. Sa vision créative et son expérience personnelle de la perte en faisaient un atout inestimable. Ensemble, nous avons contacté d'autres personnes de la communauté, construisant un réseau de bénévoles dévoués, de professionnels de la santé et de défenseurs qui partageaient notre rêve d'étendre la portée de la Fondation. Avec l'équipe en place, j'ai tourné mon attention vers l'obtention du financement dont nous aurions besoin pour croître. J'ai rédigé des demandes de subventions, organisé des réunions avec des donateurs potentiels et organisé des événements de collecte de fonds qui alliaient créativité et but. Un événement, une vitrine d'art présentant des œuvres et des photographies inspirées par les histoires des familles que nous avions aidées, a été un succès retentissant. Des gens de tous horizons sont venus soutenir la cause, leur générosité et leur compassion témoignant du pouvoir de la communauté. Au fur et à mesure que les dons affluaient, j'ai ressenti un sentiment de validation qui allait au-delà du financier. Il ne s'agissait pas seulement de collecter de l'argent, il s'agissait de sensibiliser, de montrer aux gens l'importance du travail que nous faisions. Chaque dollar signifiait qu'une autre famille pourrait recevoir le soutien dont elle avait besoin, qu'un autre enfant pourrait connaître la joie au milieu des difficultés, qu'un autre fragment de l'héritage de Grèce pourrait prendre vie. Le tournant est arrivé lorsque la Fondation a obtenu un succès retentissant, une mère célibataire nommée Erika, dont le fils Jonah combattait une forme rare de cancer, était venue nous voir en désespoir de cause. Elle avait épuisé toutes les ressources, toute sa force en essayant de donner à Jonah les soins dont il avait besoin. La Fondation est intervenue, fournissant une aide financière pour ses traitements et un soutien émotionnel pour Erika. Grâce à notre programme de mentorat, quelques mois plus tard, le traitement de Jonah a conduit à une guérison miraculeuse. Son histoire a été reprise par une chaîne de télévision locale, et bientôt, elle s'est répandue comme une traînée de poudre. Les reporters ont appelé pour s'enquérir du rôle de la Fondation dans le parcours de Jonah, les invitations à prendre la parole lors d'événements et de conférences ont inondé ma boîte de réception. Du jour au lendemain, la Fondation Grèce est devenue un symbole d'espoir et de résilience, son nom synonyme du type d'amour et de compassion que Grèce avait incarné. La reconnaissance a apporté de nouvelles opportunités. Les entreprises ont proposé des parrainages, des personnalités éminentes ont contacté pour collaborer, et des organisations à travers le pays ont exprimé leur intérêt à s'associer à nous. C'était écrasant, mais c'était aussi exaltant. Pour la première fois, j'ai vu la possibilité d'étendre la Fondation à l'échelle nationale, un rêve que je n'avais pas osé articuler jusqu'à présent. Alors que la Fondation grandissait, mon sentiment d'épanouissement augmentait également. Le travail était exigeant, souvent épuisant, mais il donnait à ma vie un but que je n'avais pas ressenti depuis que Grèce était en vie. Chaque famille que nous aidions, chaque vie que nous touchions, ressemblait à une autre façon de garder sa mémoire vivante. Elle ne faisait pas seulement partie de mon passé, elle faisait partie de tout ce que nous construisions. Un soir, après une journée particulièrement longue, je me suis assise dans le bureau, examinant une pile de lettres de remerciement des familles que nous avions soutenues. Chaque lettre racontait une histoire de gratitude et de résilience, de vie changée par la Fondation. En les lisant, j'ai senti des larmes me monter aux yeux, non pas de tristesse, mais de joie profonde.
C'était l'héritage de Grèce, c'était sa lumière qui brillait à travers l'obscurité. L'expansion nationale de la Fondation a apporté de nouveaux défis, mais aussi de nouvelles récompenses. Nous avons ouvert des antennes dans des villes de tout le pays, chacune dotée de personnes passionnées qui croyaient en notre mission. Nous avons développé des programmes adaptés aux besoins uniques des différentes communautés, veillant à ce qu'aucune famille ne se sente oubliée ou sans soutien. Lors d'une de nos conférences nationales, je me suis tenu sur scène devant des centaines de sympathisants, partageant l'histoire de la façon dont la Fondation avait vu le jour. Alors que je parlais de Grèce, de sa force, de sa gentillesse, de son esprit inébranlable, j'ai vu des larmes dans les yeux du public. Son histoire les avait touchés, tout comme elle m'avait touché. Et à cet instant, j'ai réalisé que Grèce n'était pas seulement ma fille, elle était un symbole d'espoir pour tous ceux qui se trouvaient dans cette pièce. Dans les moments plus calmes, je me suis souvent retrouvé à réfléchir au chemin parcouru. La femme qui s'était autrefois sentie brisée et perdue était maintenant une leader, une défenseur, une bâtisseuse de quelque chose de plus grand qu'elle-même. La douleur du passé n'avait pas disparu, mais elle s'était transformée, devenant une source de force plutôt que de chagrin. La trahison de Marcus et la perte de Grèce étaient des chapitres de mon histoire, mais elles n'en étaient pas l'intégralité. Les pages que j'écrivais maintenant étaient remplies d'amour, de but, et de la croyance inébranlable que même les moments les plus sombres pouvaient mener à quelque chose de beau. Un après-midi ensoleillé, j'ai visité un nouveau terrain de jeu que la Fondation avait financé au nom de Grèce. Les rires des enfants remplissaient l'air alors qu'ils couraient sur les structures colorées et vives. Une plaque près de l'entrée disait « En mémoire aimante de Grèce, une lumière qui brille pour toujours ». Je me suis assise sur un banc voisin, regardant les enfants jouer, et j'ai ressenti une profonde paix. C'était ce que Grèce aurait voulu, un monde où la joie et l'amour l'emportaient sur la douleur, où sa lumière pouvait guider les autres, même en son absence. Une petite fille aux cheveux bouclés et au large sourire s'est précipitée vers moi, me tendant une fleur qu'elle avait cueillie dans l'herbe. « C'est pour toi », a-t-elle dit, sa voix douce et sincère. J'ai pris la fleur, mon cœur gonflé de gratitude. « Merci », ai-je dit, souriant à la petite fille alors qu'elle retournait rejoindre ses amis. J'ai tenu la fleur contre ma poitrine, ressentant la présence de Grèce dans les rires et le soleil autour de moi. Elle était avec moi à chaque pas que je faisais, dans chaque vie que la Fondation touchait, dans chaque moment de joie que je m'autorisais à ressentir. L'histoire de ma vie avait pris des tournants que je n'aurais jamais pu prévoir. Elle avait été remplie de chagrin et de pertes, mais aussi d'amour et de résilience. Et à travers tout cela, Grèce avait été mon étoile polaire. Son souvenir, un rappel constant de la force que nous portons en nous. Alors que je quittais le terrain de jeu ce jour-là, j'ai ressenti un sentiment de plénitude que je n'avais pas connu auparavant. L'héritage de Grèce n'était pas seulement une fondation, un terrain de jeu, ou une plaque. C'était une force vivante et respirante, un témoignage du pouvoir de l'amour à surmonter même la douleur la plus profonde. C'était mon nouveau départ, mon but, ma joie, et tout cela était grâce à Grèce.